Bonjour Damien, Bonjour Jeanne, puis merci de m'accueillir dans ton château. avec grand plaisir. Donc on est ici dans ton salon de 95 mètres carrés. C'est ça, Non, je plaisante. On est au Conservatoire de Versailles où tu es professeur et exactement. tu nous accueilles donc dans ta salle, donc merci beaucoup. Merci au Conservatoire de nous accueillir, de faire cette interview ici. Alors Damien, on va parler de plein de choses aujourd'hui, mais comme d'habitude, je commence toujours par le début. Comment tu as découvert le violoncelle? Comment j'ai découvert le violoncelle? Tout simplement, je viens d'une famille de musiciens, mes deux parents font de la musique, ils étaient professeurs au Conservatoire de Toulouse. Mon père jouait à l'orchestre du Capitole, donc je pense que j'ai toujours baigné dans un univers musical. Et j'ai commencé par le piano, par le chant, par le piano. J'étais dans une chorale et puis fait du piano comme ça. Puis le piano, ça marchait plutôt pas mal, mais bon, enfin, il fallait quand même beaucoup travailler. Puis ça commençait à être très vite difficile. Parce que le violoncelle, il ne faut pas trop travailler, donc ça va. Donc j'ai cherché un autre instrument en fait. Et donc on a écouté plusieurs instruments et puis il y avait un très bon professeur de violoncelle, Guy Roguet à Toulouse, qui avait une très belle classe. Et j'ai écouté une audition de classe de fin d'année, je me souviens plus exactement ce que c'était, un examen. Et, euh, et voilà, et ma maman aimait beaucoup le violoncelle, donc ça m'a aussi incité à faire du violoncelle. Voilà, je trouvais ça bien, je trouvais ça beau, et puis ma mère aimant ça, je me suis dit, bon, ben, on va faire ça. Puis c'était bien plus facile que le piano au départ, donc C'est intéressant que tu trouves que ce soit plus facile. Qu'est-ce qui était plus facile que le piano? Juste parce que piano, t'appuies, ça fait un je sais son. pas, enfin, j'ai pas le souvenir de difficulté au début, à vrai dire. Donc voilà, ça m'a paru très simple. Je travaillais pas forcément beaucoup, ce qui a été un problème peut-être plus tard, mais au début, voilà, je travaillais assez rapidement, j'apprenais les choses facilement, donc c'était allé assez vite et c'était simple. Je me posais pas trop de questions, voilà. Tout le monde était content, donc voilà, ça marchait bien. D'accord. Et ton papa qui était donc à l'orchestre de... Et quel instrument il faisait? Je fais de la percussion. D'accord. Et il était tout de suite derrière toi au niveau exigence. Non, ils m'ont toujours laissé. Enfin, ils voulaient que je travaille le violoncelle, si tu veux, mais ils m'ont toujours laissé libre de. Si je voulais pas faire de la musique, ils m'ont laissé arrêter, par exemple. Mais j'aimais ça, et puis voilà, ils ont insisté pour que je travaille régulièrement, quand même. Voilà. C'était surtout le gros sujet, de, que je puisse travailler régulièrement, parce que sinon, je faisais un peu pas grand-chose, quoi. D'accord. Jusqu'à un certain niveau, évidemment. À partir d'un certain niveau, il y a des limites à tout. Donc, à un moment, on m'a dit, bon, il faut vraiment s'y mettre. Donc t'avais quel âge à peu près quand t'as décidé de vraiment t'y mettre? Ça s'est passé quand Guy Roguet est parti à la retraite, au bout de 4-5 ans, je vais avoir 12-13 ans. Et Louise Clarette est venue à Toulouse, et est venue donner des cours tous les mois. Et donc il y a eu plusieurs personnes qui ont remplacé Guy Roguet. Et donc il y avait une ancienne élève de Louise Clarette, qui s'appelle Julien Trémoulet, qui est venue à Toulouse. Puis après Blandine Terrieux. Puis, donc voilà, j'avais ces professeurs toutes les semaines, et puis une fois par mois, Louise Clarette venait donner des cours. Donc là, ça commençait à vraiment devenir sérieux, parce que Louise Clarette, au début, elle disait c'est super, et puis au bout de, je crois, deux, trois fois, il s'est vite énervé, il a dit ah non, ça va pas être possible. Ah, parce que tu travaillais pas. Ah, je travaille toujours pas, mais non. Ah non, voilà, là c'était stop, quoi. Mais au début, tu trouvais ça super. Bah, c'est-à-dire, voilà, on fait connaissance, donc bon voilà, ça marche bien, on se rend pas. Puis très vite, il m'a dit non, il y avait beaucoup de choses à régler, des problèmes de tension de main qui étaient quand même assez graves. J'avais une main qui ressemblait plus à une araignée qu'autre chose. Donc il y avait quand même beaucoup de tension, parce que je jouais des choses assez difficiles et je voulais en plus jouer des choses de plus en plus difficiles, mais sauf que je n'avais pas du tout la technique, et je me crispais de plus en plus. Donc j'avais vraiment une main qui ressemblait à une araignée. J'étais vraiment comme ça avec des trous là. C'était vraiment. Ah ouais, Ah oui, oui, je n'aurais pas pu jouer longtemps, vraiment. d'accord. Il n'y avait pas Louis Claret qui serait arrivé à Toulouse, j'aurais arrêté, je pense. Ah Très ouais. clairement. Je me Ok. serais fait mal. Donc lui, il a tout mis à zéro, donc ça a été un peu violent. Au début, je le faisais, mais bon, je le faisais pas vraiment sérieusement. Et à un moment donné, il s'est pas énervé. Louis Claret n'est pas quelqu'un qui s'énerve Oui. vraiment, mais il est capable d'être très direct, d'une certaine froideur, qui fait J'allais dire, comprendre. j'allais dire sec, mais Voilà, qui peut faire comprendre que là vraiment, sinon ça s'arrête. ouais. Et du coup, on le fait, quoi. Parce que bon, c'était quand même Clarette, il jouait, et puis voilà, puis c'était quand même.
voilà, un grand maître, même si je ne me rendais pas forcément compte. À l'époque, j'étais à Toulouse, bon, je le disais, mais bon, voilà, c'était compliqué. Et puis, il a fait un concert, je crois que c'est 3 4 mois au début, quand il est arrivé, il a fait un concerto à Toulouse euh, avec l'orchestre du conservatoire. Et puis voilà. Et puis je travaillais, je me souviens, la première suite de Bach, le prélude. Et il a fait ça en bis. Il m'a dit, voilà, il m'a dit, tu vois, c'était pour toi, pour t'inspirer un peu. Donc c'était un peu, voilà, ça m'a mis tout ça avec son papa aussi, qui était encore là, et qui m'a dit, il faut travailler vraiment, lui. Tu vois, il est très doué aussi, mais il a beaucoup travaillé aussi, Louis, donc voilà, faut travailler. Donc c'est vrai que je m'y suis mis assez rapidement, je dirais vers 13 14 ans. Et là, ça a été vraiment sérieux. Donc j'ai vraiment tout changé, absolument toute ma technique, surtout de main gauche. Il m'a sauvé, on peut le dire. Claret m'a vraiment sauvé du désastre. J'allais dans un mur, mais à 300 à l'heure, hein. Donc si je peux jouer, c'est vraiment grâce à lui, quoi. Du coup, c'est intéressant que tu aies un souvenir aussi vif d'avoir changé du tout, toute ta technique à un âge où normalement tu n'écoutes pas vraiment ce qu'on te dit, enfin 12, 13, 14 ans, tu es plus dans l'adolescence. Et est-ce que ça nourrit ta pédagogie aujourd'hui d'avoir des élèves récalcitrants, mais tu vois ce que je veux dire, Oui, oui, qui oui. comprennent pas en fait qu'il faut vraiment travailler parce qu'ils n'ont pas l'âge? Oui, c'est ça. Bah, après, il y a enfin, chaque élève a différents parcours. C'est vrai que, par exemple, avec les plus jeunes, je fais vraiment attention. Je suis dans ce conservatoire, j'enseigne ici depuis 10 ans, avec des élèves qui ont débuté, pour certains. Et c'est vrai que j'essaie vraiment de faire attention on peut pas savoir jusqu'où ils vont aller, mais que les élèves n'aient pas de problème, de se faire mal, quoi. Donc je fais très attention à ça, qu'ils soient bien placés. Ça pour moi c'est vraiment très important qu'ils se placent bien, qu'ils soient bien assis, qu'ils aient une position relativement naturelle, qui leur permette de faire ce qu'ils veulent, entre guillemets. C'est-à-dire s'ils veulent travailler, ils travaillent sans se faire mal. Et bon, s'ils veulent arrêter, ils arrêtent. Mais on ne peut pas savoir, ce sont des élèves vraiment très jeunes ici. Donc il y a toutes les sortes de parcours, on va dire. Mais vraiment, ça c'est vraiment très très important pour moi. J'ai fait très attention. Ça et la justesse. Oui, d'accord. Bien sûr. Ça marche un peu avec, mais bon. Non, et du coup, tu es extra sensibilisé à ça parce que toi-même, tu t'es retrouvé jeune à pas, ouais, à être bloqué en fait. Donc tu veux pas que ça arrive à tes élèves. C'est ça, j'étais bloqué, je me rendais pas forcément compte, mais enfin, si, parce qu'il y a des choses que je pouvais pas faire. Je pouvais pas forcément aller vite, aller articuler, voilà, je pouvais pas, je me bloquais. Je voulais le faire, donc je passais tout sans force. C'était vraiment, c'était vraiment un conflit permanent parce que j'avais envie d'aller vite. Je savais que je pouvais aller vite, et en même temps, j'étais bloqué parce que j'avais pas, il fallait vraiment mettre les choses à plat et refaire des petits exercices, voilà, de détente, des choses comme ça, qu'on Remettre tout à plat. remettre tout à plat, quoi. C'est sûr que c'est difficile à 13 ans, mais j'étais pas non plus un adolescent. J'ai pas eu une adolescence très compliquée non plus, on va dire. Voilà, je n'ai pas D'accord. fait tout et n'importe quoi. Je suis pas parti dans des délires. Voilà, j'étais relativement calme, on va dire. D'accord. Je faisais pas grand-chose, mais à part ça, j'étais assez rebelle. Mais sinon, j'étais relativement calme quand même. Voilà. Mm. Donc Louise Clarette t'a recadré et du coup, ça t'a permis d'aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ben, grâce à lui, en fait, il m'a quelque part, en le voulant et sans le vouloir, grâce à lui, en fait, j'ai rencontré Roland Greenhouse. Il faisait des stages à Saint-Michel-de-Couchat. Donc, quand j'avais 15 16 ans, je suis allé au stage là-bas. J'étais très jeune, mais bon, voilà, je suis allé là-bas, j'écoutais, c'était fascinant. Il y avait Wow. des élèves qui étaient plus âgés que moi, qui jouaient très très bien, comme Valérie Aymar, comme Emmanuel Bleuze, comme des gens vraiment, vraiment formidables, Thibaut Verbe qui était là. Des gens qui sont un peu plus âgés que moi, mais c'était très amical, très, très sympathique. On était une dizaine, on mangeait ensemble, on faisait des masterclass matin au soir, j'écoutais, je jouais. C'était vraiment une période exceptionnelle. Et, euh, et bon, quand j'ai eu mon bac à 18 ans, s'est posé la question où je vais aller. Et ayant rencontré Bernard Greenhouse, il m'a proposé d'aller à Boston. Et il Euh, enseignait encore à Boston? non, en fait, il a enseigné chez lui. Il habitait à Cape Cod, en fait, qui est à 1 heure et demie, 2 heures de Boston. Donc, il m'a proposé d'aller au New England Conservatory chez Lawrence Lesser, qu'il connaissait très bien et qui était un très bon professeur. Et
et donc voilà, que je puisse continuer là-bas et du coup de le voir régulièrement. J'allais toutes les semaines, toutes les 2 semaines. J'allais le voir lui jouer quelque chose, un morceau. Waouh, donc tu as déménagé aux États-Unis déjà Après mon bac à 18 ans. pour étudier avec un prof, mais finalement, c'était le but ultime, c'était d'aller voir Greenhouse régulièrement. Oui, c'est ça. Je suis allé aux États-Unis pour Greenhouse, en fait. Waouh. Mais la rencontre avec Laurence Lesser était fascinante. Je veux dire, Mhm. c'était un grand professeur qui était très différent de ce que j'avais connu avec Louis Claret et avec Barlow Greenhouse. Donc c'était très différent, mais c'était super. Il est un très bon musicien qui a beaucoup insisté sur la main droite, lui, sur le son. Euh, donc c'était bien aussi, parce que c'est vrai que Luis Claret, de par mon problème, on va dire, avait vraiment insisté sur la main gauche, sur la détente, tout ça. Madame Greenhouse était assez centré sur ça aussi, sur le vibrato, sur la détente de la main gauche. Donc j'ai beaucoup travaillé ça, et c'est vrai que Laurence Lesser, lui, faisait très attention au son avec la main droite, comment on attaquait, tout ça. Donc c'était aussi très... Et puis musicalement, voilà, c'était un universitaire, donc il était très... Il avait fait des études de mathématiques, il est voilà, très porté sur plein de choses. Donc il avait une ouverture d'esprit. Voilà, moi j'arrivais de Toulouse, c'était à l'époque pas une grande métropole comme maintenant, c'était une grande ville, mais pas aussi grande que maintenant. Et c'est vrai qu'il y avait une ouverture. Et Boston, c'était Harvard, MIT, enfin c'était Cambridge, c'était tout ça quoi. Mhm. Et c'est vrai que lui était très ouvert. Il avait un côté très universitaire. Il avait été directeur, président de New England Conservatory. Il savait faire plein de choses. Et voilà, donc c'était quelqu'un qui pouvait parler autant d'histoire, de mathématiques. Voilà, donc c'était des cours assez fascinants, parfois un peu perturbants. Je me souviens le premier cours, j'avais rencontré à Saint-Michel de Coucha un des stagiaires qui s'appelait Amit Pellet, qui est maintenant professeur à Baltimore. Il était sympa. Moi, je parlais pas un mot d'anglais à l'époque, hein. Alors, quand je dis pas un mot, c'est pas un mot, hein. Je disais yes, tout ce que je savais dire, hein. Je suis parti aux États-Unis en disant yes. Donc, c'était très bien parce que les Américains sont très joviales, très, comme ça, welcoming. Ils sont là, donc ils me voyaient dire yes toute la journée, ils étaient contents. Donc, c'était très bien. Mais donc, Amit était là-bas aussi pour lui travailler. Lui, il travaillait pas dans l'école tout de suite. Il vivait avec voilà, Greenhouse. Et donc, il s'est retrouvé là-bas aussi dans la même classe. Et puis, il est rentré au conservatoire en même temps que moi. Et il est vrai que les premiers cours, on s'est parlé après. Et il me disait, ah oui, je disais, c'était assez surprenant parce que le premier cours, il nous a dit, le plus important, c'est qui vous êtes. Et il nous a l'air comme ça. Et puis, on était resté un peu, c'était surprenant, quoi. C'est extraordinaire. Oui, parce que Laurence Lesser, il faut savoir, c'est un personnage, c'est un grand monsieur. Il fait 1,80 m 90 avec des cheveux partout, grisonnant comme ça, et puis de regarder un peu, pas tortelier dans le sens héroïque, mais un peu ce même genre. D'accord. Et nous regarder comme ça, et bon, c'était un peu surprenant. Moi, en plus, je parlais pas trop anglais, donc il m'avait joué un morceau même pas 1 mètre, comme ça, il m'avait joué du bac, tout ça. J'étais là. Un peu surprenant. Mais voilà, Mais c'est c'était une belle extraordinaire comme aventure. phrase. Genre, c'est très américain en fait. Ah oui, oui, c'est ça, mais c'était T'es plongé vraiment. dans le bain tout de suite. Voilà, c'est ça. Mais c'était super, on s'est très bien entendu. J'ai fini par même vivre chez lui à ma dernière année parce qu'il est parti, il a pris une année sabbatique, donc j'étais son house sitter. Ah, Je waouh. gardais sa maison, son chien, son chat. Non, c'était assez. Ouais, vraiment une personne incroyable. Son épouse qui est décédée, malheureusement, était aussi une personne incroyable. Ouais. C'était des belles années aux États-Unis. Grâce donc quelque part à Louis Claret, puisque c'est lui qui m'a permis, qui m'a ouvert qui m'a donné cette carte, on va dire. Mhm. Et je reviens sur cette phrase du coup, parce que enfin, ça me touche en fait cette phrase. Le plus important, c'est qui vous êtes. C'est-à-dire que, parce que la pédagogie américaine, bon, de plus en plus on la connaît et on la pratique en Europe et c'est super, mais c'est quand même très différent de. Toi, t'es peut-être pas passé par Paris avec la case un peu, Non, je suis voilà. pas passé par Paris, non. Mais voilà, c'est quand même génial de mettre en avant. On me l'a beaucoup reproché d'ailleurs. Pardon, c'est On me vrai. l'a beaucoup reproché d'ailleurs. Ce qui m'intrigue, c'est qu'est-ce qu'il voulait dire exactement par le plus important, c'est qui vous êtes, ta personnalité musicale ou C'est ça. développer ce que toi tu voulais dire en fait. Exactement. Et c'est vrai que Laurence Lesser a toujours mis en point d'honneur à avoir des élèves qui ne lui ressemblent pas. Waouh.
Et je suis allé pour ses 80 ans, pour son anniversaire à Boston. Il a fait un concert où il a joué chez Lomo À 80 ans. à 80 ans avec orchestre. Waouh, Donc on s'est retrouvés là. Et voilà. Il y avait, incroyable. je sais pas combien d'élèves, il y avait des élèves incroyables. En fait, des gens, parce qu'il a commencé à enseigner, je crois, il avait 23, 25 ans. Et il en avait 80. C'était une énorme carrière d'enseignant. Donc il y avait des personnalités très différentes et c'est vraiment ce qu'il cherchait lui. Toute sa vie, il a vraiment cherché à ce qu'il y ait des élèves qui ne lui ressemblent pas, qui ne jouent pas comme lui et qui voilà, qui est leur propre destinée, leur propre façon de jouer, leur propre voilà. Ça c'était très important pour lui. Hmm. Donc c'est un peu perturbant quand on est jeune, surtout que moi j'ai toujours imité beaucoup. Ça a toujours été, ça l'est toujours maintenant d'ailleurs, assez facile pour moi d'imiter. Et je fais très attention d'ailleurs avec les élèves, parce que souvent, quand je vois beaucoup d'élèves dans la journée qui sont un peu tendus, je me sens que j'aurai le temps, encore maintenant, À oui. ce Ah oui, point-là. oui, à ce point-là, oui. Ah ouais, Je suis capable de prendre des défauts à une vitesse, incroyable. ah oui, juste en les regardant, oui. C'est terrible. Surtout que les défauts se prennent plus vite que les... Donc c'est vrai que je sens, parfois en fin de journée, oui, ouais. Encore maintenant, ouais. Donc c'est vrai que c'était assez perturbant parce que de voir un professeur qui est pas forcément dans cette démarche de, alors que Luce Clarette, lui, justement, pour m'aider à détendre tout ce corps, toutes ces années, 4 5 années de tension quand même, qui étaient assez longues, Hmm. finalement, de 8 à 13 ans, c'est long. C'est court, mais ça va pas être très long, quoi. Oui. Et donc de vraiment détendre ça, j'ai beaucoup regardé. Il me faisait beaucoup regarder comment il jouait, tout ça, et moi je prenais. C'est vrai qu'à un moment donné, quand je suis parti de Toulouse, c'est pas que je jouais comme Louis Clarette, mais j'avais des tics, je pense, de comment il jouait, quoi, des façons de jouer, de façons d'articuler, voilà. Hmm. Et bon, j'ai fait pareil après à Boston. Mais t'imitais quand même. Ah, j'imite, oui, mais je pense que c'était. Puis Lee me disait, c'est très important faut pas avoir peur d'imiter, parce que pour se trouver même, c'est voilà, on imite, puis au bout d'un moment, on trouve sa voix ou pas, mais voilà, c'est important d'imiter. Les plus grands artistes ont imité. Hmm. J'ai vu une fois, je me souviens, une exposition, je crois que c'était à Berlin, une exposition de Picasso, de la jeunesse de Picasso, et des tableaux, c'était des copies jusqu'à ses 18 ans, il a fait des copies des grands peintres, mais on dirait, c'est absolument exceptionnel, quoi, des Delacroix, des trucs. Tu te dis, mais comment c'est possible, quoi? Wow. Il copiait, il était capable de faire de Delacroix. Après, il a fait du Picasso, mais d'abord, il était capable de copier tout et n'importe quoi. Hmm. Donc ça, c'était vraiment important. Et quand j'ai compris ça, ça m'a pas fait peur parce qu'au début, j'avais du mal à, je voulais pas, euh, je voulais pas faire ça justement. J'essayais de trouver ma voie et tout ça. Et puis bon, c'est un peu, voilà. Hmm. Et aujourd'hui, avec tes élèves, tu les encourages plutôt à t'imiter comme ils sont très jeunes ou tu essaies tout de suite de stimuler leur avis? Leur avis, non, non, je sais pas qu'ils m'imitent. Je vois qu'ils imitent de temps en temps quand ils le peuvent. Ils essayent, mais je les stimule pas forcément à faire ça, particulièrement. J'essaye surtout ce qui n'est pas forcément, euh, je sais pas si c'est toujours compris en tout cas, mais je ne veux pas et je ne suis pas un professeur qui sait. Hmm. Ça, je dis toujours, si vous voulez avoir un professeur qui sait, venez me jouer un truc pour que je vous dise c'est ça ou c'est pas ça, c'est comme ça ou c'est comme ça. Non, je fais pas ça en fait. Moi, je suis plutôt dans la démarche de dire, bah, il y a ça qui est possible, il y a ça qui est possible, on peut faire ci, on peut faire ça. Euh, il y a plusieurs solutions. S'il y a un problème, on essaie de trouver des solutions ensemble, mais je ne veux pas être celui qui sait et avec voilà, le maître et l'élève, entre guillemets, Hmm. quoi. Hmm. Je sais et toi non. On peut se dire que quand le professeur dit je sais pas, ben, ça peut être enfin, synonyme ben, d'une faiblesse quelque part. On se dit, bah, il sait pas en fait, il sait rien, quoi. Enfin, il propose rien de concret, quoi. Il n'a pas dit c'est comme ça. Bah, non. Pourquoi je dirais que c'est comme ça? Parce qu'il y a plusieurs techniques. Il y en a qui, même la technique d'archer, il y en a qui mettent le troisième sur la bague, avec le pouce placé de certaines façons. Et puis, après, on va en Suède, on va en Norvège, le pouce, il est dans le gros creux, c'est le quatrième. C'est plus du tout la même technique.
Pourtant, ils jouent très bien, ces gens-là. Donc, bon, après, le tout, c'est de le savoir. Et ça, c'est vrai que c'est Bernard Greenhouse, pardon, Boris Pergamenchikov à Berlin. Après Boston, je suis allé à Berlin. Et qui, lui, c'était pas un universitaire, mais il avait ce côté un peu où c'était un grand soliste. Et lui, il partait du principe qu'il fallait toujours tout savoir de tout. C'était un petit côté aussi américain. Où il faut tout savoir sur tout. Et à partir de ce moment-là, on peut choisir. Donc lui, quand il travaillait une pièce, il travaillait tous les doigtés possibles, inimaginables, qu'il y avait, et comme ça, il choisissait. Waouh! Et donc ça, c'était son truc. Mais bon, voilà, c'était un soliste, il faisait que ça. Il avait quelques élèves, on était 5 dans sa classe, donc il s'occupait bien de nous, mais voilà, il avait une vie active. Enfin, Donc, tu travaillais tous les doigtés d'une pièce aussi, par exemple? ben Tu oui, devais chercher. et on devait chercher, on avait des doigtés, il nous proposait de chercher les doigtés, on pouvait gagner des médailles d'or. Donc, on avait un doigté intéressant, donc j'ai gagné 2, 3 médailles d'or comme ça. Je suis revenu parce que du coup, ça nous incite de trouver des doigtés pas mal dans des concertos traditionnels, quoi. Parce que tout le monde a tendance de faire toujours les mêmes choses. Oui. Bah, c'est normal, au bout d'un moment, bon. Puis il y a la tradition, la fameuse tradition. Et donc voilà. Et de pas forcément se dire, voilà, mais je peux chercher, je peux même trouver mon doigté. Oui. Voilà. Non, mais c'est vrai que ça, c'est un truc qu'on entend souvent, c'est il y a un peu le doigté que tu travailles, et puis il y a le doigté concert au cas où tu sois pas prêt. Enfin, souvent, dans des passages difficiles, on peut avoir au moins 2 ou 3 doigtés qui sont disponibles, C'est ça. que tu choisis vraiment. C'est pas qu'un jour tu choisis tes doigtés et plus, on n'en parle plus, c'est en Non. fonction des circonstances. Exactement. Selon la salle, selon avec qui tu joues, il y a plein de choses qui rentrent en compte selon ce que tu vas faire aussi. J'entendais dans une des interviews Louise Clarette qui parlait de ça. Justement, c'est vrai que ce sont des choix en fait que l'on fait de doigté, de coup d'archet, de glissade, qui doivent être des choix musicaux en fait. Et donc c'est vrai que plus on en sait, plus on a fait de recherches sur ça, plus on a essayé, même les choses les plus farfelues, euh, enfin qui paraissent les plus farfelues finalement, peuvent être intéressantes. Louis Claret, pour ne citer que lui, s'est mis à un moment donné à commencer le prélude de la quatrième suite de Bach en poussant. Bah, pourquoi pas? Oui, c'est vrai, pourquoi pas. Ça marche très bien. Ben oui. C'est peut-être pas très orthodoxe, pas très historique, peut-être. Certains s'arracheront les cheveux, mais ça fonctionne en fait. Ça fonctionne plutôt pas mal en fait. Pour éviter certains déboires, justement, toujours du tiré qui tombe sur le premier temps, qui est lourd, qui Oui. peut être très pesant, et donc voilà, donc il y a plein d'idées, donc on peut. Voilà, en sortant du cadre, des fois, on peut. Mais c'est toujours dans une recherche musicale, en fait, c'est ça. Ça doit être dans Oui. une recherche plutôt musicale, en se disant, ah, mais tiens, je vais essayer ça aujourd'hui. Mm. Parce que, bon, quand on est très jeune, on apprend un doigté pour essayer de le faire bien, pour essayer que ça fonctionne, on va dire. Mm. Donc, c'est vrai que là, je donne, par exemple, des doigtés. Quand ils sont très jeunes, je leur mets des doigtés. De temps en temps, je les laisse un peu libres, mais je leur donne quand même un cadre. Parce que s'ils n'ont pas de base, on ne peut pas sortir du cadre. Donc Oui. il faut une base. Mm. C'est partout pareil, en jazz, il faut quand même une base. Donc ça, je leur donne. Mais après, plus les élèves sont grands, moins je leur donne en fait. Parce que je vois pas l'intérêt de leur donner quelque chose. Ils ont déjà une base de connaissances. Donc c'est à eux d'expérimenter. Donc moi, plus ils sont grands, plus je les incite à chercher, à se dire, ben, peut-être essaye ça, ben, essaye tout détacher, essaye en poussant, essaye en tirant, détache. Pourquoi se limiter à ce qui a marqué, quoi? Il faut essayer de. Puis parfois, je trouve ça bien euh, de faire le contraire un peu de ce qu'a dit le compositeur pour essayer, pour aller jusqu'au bout et pour après se dire, mais oui, mais en fait, le compositeur a raison. S'il a mis ce forte, c'est pas pour rien. S'il a mis ce dolce, c'est pas pour rien. Il y a une raison. Parce qu'en fait, si on le fait différemment, on s'aperçoit que ça marche pas. Qu'on s'éloigne du sujet et du coup, quand on revient sur ce qui a marqué, entre guillemets, on y revient d'une façon plus organique en fait, pas plus musicale, mais plus organique. On se dit, ah ben oui, c'est évident en fait. Et c'est pas juste parce qu'on fait ce qui a marqué, parce que voilà, ça nous parle en fait. C'est quelque chose qui nous parle. T'es convaincu du coup. On est plus convaincu et plus convaincant. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est pour ça que il faut toujours faire en fait, maintenant, on peut être un peu plus bloqué parce que c'est vrai qu'il y a toutes ces recherches historiques qui ont été faites sur plein de choses et ça peut bloquer certaines personnes
alors que je trouve qu'il faut au contraire aller dans tous les sens et pour essayer de trouver et d'améliorer et de trouver sa propre voie, disons, pour après retrouver le sens de ce qu'a marqué le compositeur, en fait. Et dans ce que tu me dis, ce qui est intéressant, c'est que moi, je pense tout de suite aux suites de Bach où il n'y a rien marqué. Et que c'est vrai qu'on peut entendre des interprétations avec un tempo 2 fois plus rapide qu'un autre, dans 2 interprétations différentes, ou des coups d'archet opposés, des nuances opposées, Ouais. parce que voilà, c'est une musique de contraste. Et dans Bach aussi, tu essayes plein de trucs et tu vas vraiment dans des extrêmes pour trouver. Je trouve que dans Bach, quelque part c'est tellement clair, mais en même temps c'est tellement complexe que c'est plus parce qu'on n'arrive pas à comprendre vraiment, je trouve, ce qui se passe, qu'on essaie, on fait des choses un peu farfelues. Je trouve que c'est Mhm. parce qu'on n'a pas encore rêvé. Puis après on se met à se dire, ah ben oui, c'est ça, évidemment. Et Mhm. il y a tellement de couches en fait dans Bach que parfois on peut se perdre quoi, en se disant, mais ça doit être ça, puis mais non, en fait, pas du tout. Mhm. Mais non, je parlais parfois dans des concertos classiques comme Dvorak, Elgar, où on voit des grands artistes comme Léon Rose, Jacqueline Dupré, qui peuvent faire des choses très différentes, parfois qui s'éloignent du texte texte qu'on a maintenant. Je trouve qu'il voilà, il faut pas, on a un peu perdu ça, je trouve maintenant. Avant, ils étaient capables, certains artistes, surtout avant 1950, de changer même le texte. S'ils se disaient, ben, c'est mieux comme ça, on va changer. Ah oui, Après tout, bah oui, oui, on voit des éditions, il y a des notes différentes. Bah, le concert de Tchaïkovski en est un bon exemple, par exemple. c'est Le vrai. Rococo, c'est des variations dans tous les sens. Enfin bon. Mais Les... d'ailleurs, on joue pas la version originale. La plupart Non, du temps, on joue le. oui, on joue l'autre, on joue celle que. Mais pourquoi pas en même temps elle est plutôt pas mal. Elle est Elle ouais. a son charme. Voilà. Après, on n'est pas obligé. Peut-être que le compositeur aussi trouve ça pas mal, parce que c'est vrai que c'est un travail aussi. Rien n'est figé, forcément. Donc, c'est toujours intéressant, je trouve, de pouvoir aussi mettre sa patte. Et puis après, pour revenir, pour se dire, ah mais non, mais en fait, le compositeur a mis ça, c'est pour une raison. Donc, il faut toujours se méfier, je trouve, quand on voit des enregistrements ou même des partitions de grandes personnalités, de violoncellistes, parce que c'est une instant T, c'est une photographie. Et ça peut changer, heureusement d'ailleurs. Ces gens-là changeaient beaucoup. Voilà, et c'est pour ça que Anna Bilsma, par exemple, a fait un livre sur les suites de Bach en se battant contre certains a priori. Puis pareil, quoi, après, à la fin de sa vie, il voulait carrément plus que le livre sorte parce qu'il avait complètement changé. Il s'est aperçu que tout le monde faisait ce qu'il avait marqué dans le livre, qu'il voulait plus du tout que ça se fasse. Enfin bon, parce que lui, il change tout le temps. Incroyable, je savais pas ça. Ah oui, 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 je l'ai appris récemment. Tu veux dire que, ah oui, il prônait tout ça pendant. Il a même écrit un livre Oui, en il est fait. convaincu, il était convaincu de son truc, et puis quand il s'est aperçu que tout le monde le faisait, et puis que finalement il était plus convaincu, puis il a arrêté. Il s'est Et dit, qu'est-ce mais qu'il non. disait Bah, exactement? voilà, il faisait autre chose. Maintenant, il avait passé, il était pas, il avait tourné la page, et puis il trouvait ça un peu bébête de faire tout ce qu'il disait depuis 10 ans, alors qu'il avait changé d'avis, quoi. Et donc, c'est pour ça que c'est toujours important de se dire sur un instant T. Alors, ça peut être intéressant. Tormod Dalem, qui est professeur de violoncelle baroque ici, nous a fait des magnifiques interviews sur de Bach euh, et travaille et nous parlait des éditions qu'on trouve sur MSLP de violoncellistes qui sont de l'époque de Bach, qui n'ont pas été prises dans les orthèques de Barenreiter parce que c'est pas les 5 premières, mais il y en a une qui est juste l'année d'après, quoi, enfin 3 mois après, et, bon, elle n'est pas prise, parce que, bon, il faut faire des choix dans des éditions. Mais il dit c'est intéressant, c'est quand même le violoncelliste de Leipzig, le premier violoncelle du Gewandhaus, donc c'est quand même quelqu'un qui a vu, qui a côtoyé Bach, voilà, qui était au courant de ça. Alors il n'a peut-être pas côtoyé, parce qu'il était un peu plus tard, mais en tout cas, il avait une tradition de ça, parce qu'il était sur place. Son professeur je crois, c'est le professeur avait travaillé avec Bach. Donc c'est quand même tout ça. C'était pas un imbécile quoi. Même s'il y avait des choses qui étaient un peu différentes, des notes qui sont un peu différentes, ça vaut le coup de les regarder, de s'interroger sur pourquoi il y a ça, Mhm. pourquoi c'est comme ça. C'est pas forcément voilà, c'est pas forcément négatif. C'est important de faire un peu tout, d'essayer, puis de se dire que de toute façon, ouais, c'est une photographie quand on fait un concert ou un enregistrement, c'est un instant T d'un moment. C'est pas heureusement d'ailleurs. Mhm.
Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, parce que par exemple, dans ces manuscrits, donc tu parles de l'édition Bärenreiter avec les 4 sources, Exactement. et on a donc 2 manuscrits, la femme, le copiste, puis Voilà. après on a les 2 premières éditions un peu originales. C'est l'époque, mais il y a surtout, à la même époque, sur MSLP, on trouve une édition de Leipzig, qui est de la même année, qui est juste un peu plus tard, Ouais, quelques mois plus tard, et qui n'est pas du tout éditée. non. Alors qu'elle est très intéressante parce vient pas de France, elle vient pas de Paris, elle vient de Leipzig, d'un violoncelliste qui est le premier violoncelle du Gewandhaus, qui a étudié avec son professeur, qui était lui violoncelle de Bach. Donc enfin, il y a quand même quelque chose, une tradition, il faisait pas n'importe quoi. Mhm. Donc voilà, c'est toujours des choses intéressantes je trouve, à expérimenter. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est pour ça que quand un élève grand vient pour essayer d'avoir une réponse à sa question, il n'a pas forcément une réponse. Peut-être qu'il va repartir avec plusieurs questions, plusieurs solutions. Et peut-être là, il se dit, bon, c'est quand même bizarre, c'est pas un Mm. professeur. Il dit ce qu'il faut faire, je le fais, et puis ça marche. Mm. Alors il y a des choses, oui, techniques, voilà, que je peux donner et qui peuvent fonctionner, des choses de, de, de position, des choses qui peuvent fonctionner, qui, moi, me paraissent plus naturelles, et que je vais essayer de donner à l'élève qui a un souci avec ça, mais c'est tout. Après, il en fait ce qu'il en veut, enfin, je veux dire, voilà, je peux pas, hein, je trouve, voilà, c'est important de laisser le libre choix aux élèves de faire ce qu'ils veulent et de pas forcément avoir ce rapport de toujours, je vais jouer pour mon professeur et puis il va me dire ce qu'il faut faire et puis je vais rentrer et je vais le faire parce que c'est un peu, Mhm. ça n'incite pas à devenir qui on est. Pour revenir à la question de Laurent Flesser. Attends, Voilà, tu me fais ma transition parce que voilà. moi je voulais revenir à Bernard Greenhouse pour développer un peu plus ton parcours avec lui quand tu allais le voir à Boston et aussi ta rencontre avec lui. Lui, c'était plutôt un professeur plutôt maître ou plutôt le plus important, c'est qui tu es. Ça allait dans quelle direction? Lui, c'était un peu, non, c'était pas forcément maître à élève, mais en fait, je faisais beaucoup de répertoire avec lui. J'ai fait beaucoup du Bach, des sonates de Beethoven, du Brahms, vraiment des concertos du répertoire, vraiment du grand répertoire qui allait de Bach à la fin du romantisme, on va dire, voilà, où je faisais vraiment ça avec lui. J'ai fait ça pendant 4 ans, donc c'était quand même assez important, quoi. Même je refaisais les mêmes œuvres, et tout ça, donc c'était assez approfondi, on va dire. Et lui, non, il avait cette recherche toujours dont il pouvait changer, par exemple, de coup d'archet, de doigté. Et parfois, je me souviens d'une leçon, je vais poser la question, mais une fois, vous m'avez dit le contraire. Enfin, et il m'avait raconté une histoire assez marrante qu'il avait eue avec Pablo Casals quand il avait pris des cours avec lui, justement pour parler de cette base, pour pouvoir après explorer et sortir de là, être libre en fait, une fois qu'on a travaillé cette base. Euh, Quand il était élève là-bas, donc, avec Pau Casals, il jouait une suite de Bach et il voulait pas ressembler à Pablo Casals. Ça, c'était Greenhouse avait vraiment, il voulait pas lui ressembler. Il voulait étudier avec lui, mais pas forcément jouer comme lui. Et Pablo Casals voulait qu'il joue comme lui, ça, cette suite, il voulait, alors, il voulait pas, et puis il l'a obligé. Il venait tous les matins, je ne sais plus quelle suite, euh, et il m'a dit, je jouais comme lui. Ah, au bout d'un mois, j'ai joué ce morceau, mais exactement comme lui. Il me dit, j'étais capable en jouant ensemble, il n'y avait plus de différence entre Pau Casals et moi-même. Tout, les coups d'archer, les doigtés, les façons de respirer, les attaques, tout était pareil. Et au bout d'un mois, un matin, il est arrivé et il lui a demandé de s'asseoir. Et il lui a dit, Pau Casals a joué ce morceau en changeant absolument tout. Et il lui a dit, c'est ta leçon. À bientôt. Waouh! À l'époque, on avait le temps, hein, on faisait des leçons d'un mois. C'est Oui, incroyable! c'est énorme. On ne peut plus faire ça avec les élèves. Des leçons d'un mois, déjà, Oh au là bout de là! 2 jours, ils se disent, mais pourquoi tu... hors des questions que je te suis dans ce délire. Non, mais à l'époque, il y avait un tel respect que, voilà, tu me disais, tu viens à telle heure, tu fais ce que je te dis, bon, au bout d'un moment, on s'exécute, on le fait. Donc c'est vraiment une leçon de plus d'un mois, quoi. Mais il Extraordinaire. disait, c'était une leçon pour la vie parce que, voilà, il m'avait dit, voilà, en fait, je te donne une base, tu la travailles et après tu fais ce que tu veux.
Parce que de toute façon, tu vois que moi, en tant qu'artiste, je peux faire le contraire. Extraordinaire. Voilà, ouais. Donc Waouh. c'était une belle leçon, mais voilà, il prend du temps et ça, c'est important, je trouve. C'est une notion qui est très importante de le temps, en fait. De laisser du temps au temps et de pas vouloir aller plus vite que le temps. On peut pas aller plus vite que la machine. C'est pas possible. Et j'explique toujours à mes élèves que c'est pas l'important, c'est pas forcément d'aller vite. Euh, il y a des élèves très doués qui vont très vite pour certaines choses et c'est très bien, tant mieux. Mais c'est pas pour ça qu'ils iront que le résultat ou que qu'ils iront plus loin. Parce qu'en fait, c'est important, c'est de- que les choses, qu'on soit imprégné de ce qu'on fait, d'un doigté, d'un phrasé, de la recherche. Et c'est pas grave si c'est lent. Il y a même dans les compositeurs, il y a des compositeurs qui sont très brouillons, qui ont besoin de temps, qui ont besoin de raturer, et des compositeurs qui n'en ont pas besoin. Wolfgang Amadeus Mozart, Max Reger n'avaient pas besoin de ça. Ils avaient tout se passé dans la tête, et quand ils écrivaient, c'était d'un trait. Max Reger, c'était pareil. Il y a des manuscrits de Reger, c'est limpide, alors que c'était une personne qui vivait dans le chaos comme Mozart, hein, entre la boisson et les femmes, apparemment, c'était assez exceptionnel, Reger. Mais quand il posait le crayon sur la feuille, c'était limpide, il n'y avait pas d'erreur, pas du tout d'erreur. Et Beethoven, il y a des erreurs partout, ça gribouille, il y a des flèches, des machins, des collages, des trucs, on ne sait plus où ça en est. Quand on regarde le manuscrit de Beethoven, des fois on se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Il y en a partout. Mais est-ce que la musique de Beethoven est moins bonne que celle de Marc Seger ou de Paul Mozart? Elle est différente, mais elle n'est pas moins bonne. Donc voilà, et ça c'est pareil, je trouve, dans l'apprentissage du violoncelle. Il y a des gens qui peuvent aller très vite pour certaines choses, mais voilà, l'important c'est que on soit imprégné. Ça, il faut du temps. Qu'on aille vite ou pas, il faut vraiment du temps pour s'imprégner des choses, pour les comprendre. Et c'est ça qui est important parce qu'une fois qu'on est convaincu, on peut être convaincant. Ça prend un jour, c'est bien, ça prend un mois, c'est pas grave, c'est tant mieux. C'est toujours intéressant de toute façon de rechercher. Et tu arrives avec tes élèves à leur laisser le temps à ceux qui en ont besoin, malgré bah, parfois un cahier des charges assez strict et puis les échéances. Oui, les conservatoires ont beaucoup évolué. J'ai la chance de travailler dans un conservatoire qui a évolué avec l'évolution des conservatoires en général en France. Donc c'est vrai on a par exemple plus d'examens annuels, des choses comme ça qui sont assez butoirs. Alors ça peut être, on est plus libre en tant que professeur. Moi je fais des auditions. Moi j'aime bien faire jouer les élèves, je trouve ça important. Je trouve ça plus important de les faire jouer que que d'avoir un examen. Et même quand il y avait des examens, quand je suis arrivé, je leur disais qu'il faut jouer comme un concert. Faut pas se dire que c'est un examen. La première année, je n'avais pas d'élèves qui prenaient l'examen. Je voyais les élèves jouer. Ils étaient pas heureux, ils rigolaient pas. Des élèves de 10, 11 ans, je dis, ah, ça, je veux pas. Ça c'est hors de question. Ça, je veux pas avoir des élèves qui arrivent sur scène et qui sont pas souriants, un minimum souriants, quoi. Ça, je veux pas avoir. Des élèves qui jouent plus ou moins mal, c'est pas grave, on peut faire des erreurs, mais au moins, ils arrivent comme des enfants, quoi. Comme des enfants de 9, 10, 11 ans qui arrivent, qui jouent, qui se tremblent, la pique tombe, les machins. Alors voilà, on a 11 ans, on n'a pas 40, quoi. C'est pas possible. Pas arriver sérieux, enfin, son truc, enfin, ça, c'est pas drôle, quoi. Vraiment, c'est pas drôle. Donc, je trouve que là, c'est un cadre qui nous permet ça maintenant. Il y a des examens dans les FNSIC, tout ça, mais c'est pas du tout comme avant où c'est annuel ou biannuel. On a des choses très dures, très formelles comme ça. Et je trouve ça, voilà, on a d'autres cadres qui permettent de faire évoluer l'élève, de suivre l'évolution de l'élève. Et comme ça, ils s'aperçoivent qu'ils sont dans un environnement où ils peuvent faire plein de choses, où même s'ils ne se, ils ne suivent pas cet enseignement pour devenir professionnels, ils ont quand même cette chance d'être là, dans un enseignement, dans un conservatoire qui prône un enseignement spécialisé, avec des professeurs très différents. Donc même si ça ne fonctionne pas avec l'instrument, ils peuvent aller dans voir d'autres professeurs, apprendre d'autres choses. Ils ont quand même un bagage qui est très riche. Il n'y a pas beaucoup d'élèves, donc il faut en profiter. Ce que je dis toujours à mes élèves. J'essaie toujours de leur dire, voilà, vous êtes dans un établissement qui vous permet de faire plein de choses. Il y a des élèves qui sont arrêtés en violoncelle, je dis, mais voilà, vous vouliez faire ça, faites du trombone. Allez voir la trompette, vous êtes là déjà, tout est là.
Vous voulez chanter? Mais allez chanter, pourquoi pas? C'est là déjà. Ça ne vous empêche pas de continuer un peu le violoncelle. Mais voilà, vous avez ce cadre qui, tout est, vous avez cette base là, vous êtes déjà sur le bateau, qui est très beau bateau. Il faut en profiter. Et ça, c'est bien, je trouve, on est plus libre dans ce sens-là. Et je trouve ça très bien pour les élèves. Parce que tout le monde ne se désigne pas à être violoncelliste professionnel. On sait très bien que dans les conservatoires, même les conservatoires supérieurs, il y en a quoi? Entre 1 et 5%. Tout le reste, ça va faire autre Ah chose. oui, dans la petite supérieure? Oui, même très peu, oui. Bon, entre ceux qui, ils feront pas forcément l'instrument en tant que tel, mais ils vont pas forcément arrêter, mais ils vont être dans l'administration musicale, ils vont partir dans des attachés culturels, ils vont faire autre chose, ils vont dans la musique ou dans la culture, mais pas forcément. Il y en a beaucoup qui changent parce que c'est pas possible. Si on réfléchit, le nombre de violoncellistes qui sortent du conservatoire de Paris, de Lyon chaque année, sans compter Berlin, c'est toutes les grandes villes d'Europe et du monde. Mais enfin, il y aurait combien d'orchestres? C'est pas possible. Mais forcément des gens qui font autre chose, qui se servent du violoncelle pour travailler dans des associations, pour travailler dans des hôpitaux, pour faire avec la médecine. Il y a plein de cadres. Il y a des gens qui font du cirque, enfin voilà, il y a et c'est pas moins valorisant. C'est vrai, il y a toutes sortes de choses. Et justement, j'essaie de faire comprendre que quand on est dans un conservatoire, même dans un conservatoire régional, dans le CRR qu'on appelle, on a toutes ces possibilités. On n'est pas obligé d'attendre le CNSM de Paris ou de Lyon. On a déjà, même dans un CRR, tout ça, toutes ces bases où on peut puiser pour partir voilà, dans des branches qui sont moins conformes, on va dire, de ce qu'on apprend ici. C'est-à-dire, on fait violoncelle, on fait de l'orchestre, on fait de la musique de chambre. Voilà, c'est tout. Mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Et donc, pour revenir à ton parcours aux États-Unis, donc Oui. tu as passé 4 ans aux États-Unis Oui. et quand tu es revenu en France, qu'est-ce qui s'est passé? Tu es rentré à Toulouse ou tu es allé à Paris? Et je suis allé à Berlin. Ah, tu es allé vers Je là. suis allé à Berlin. Je suis allé à Berlin parce qu'en fait, Tu toujours pas passé par Paris, ah, là. toujours pas, C'est ça, non. c'est Je, incroyable. je n'ai rien contre Paris, ni les professeurs de Paris, hein. Enfin, les professeurs de l'époque de Paris. Ils sont plus là maintenant, mais j'avais rien contre eux. C'est juste que mon parcours a fait que Louis Claret m'a fait rencontrer Roland Greenhouse, Laurence Dessert. Et à la fin de mes études à Boston, je voulais pas forcément vivre aux États-Unis, rester aux États-Unis. Je trouvais ça très différent de l'Europe et bon, ça me manquait quand même un petit peu. Donc, je voulais retourner en Europe et Bernard Greenhouse avait dans l'idée que je travaille avec un professeur russe. Euh, il s'était arrangé pour que à la World Cello Congress de Baltimore, je rencontre Boris Pakhamenchikov ou David Geringas. Il voulait que je travaille avec un des deux, voilà, qu'il aimait bien, qu'il avait rencontré dans des stages, tout ça. Bon, dans des compétitions. Et donc, Boris Pakhamenchikov n'était pas là, malheureusement. Était malade. Donc, on a eu la chance d'ailleurs d'entendre Jan Starker jouer Dvorak. On se souvient encore. Grand moment de musique. Très grand moment de musique. Et justement, là, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, voilà quelqu'un qui a su trouver sa voie. C'est vrai on le décrivait beaucoup comme quelqu'un assez froid, assez sec. Et quand je l'ai entendu, par exemple, ce concerto de Dvorak, il faisait des phrases musicales et c'était pas du tout sec, c'était pas du tout découpé. Il y avait de très longues phrases et en même temps, c'était à l'intérieur, c'était assez comme la langue hongroise. Il y avait un côté un peu pas haché, mais avec des accents. Il y avait quand même certains accents mais on avait quand même la phrase musicale qui était très longue. C'est très surprenant parce qu'on parle toujours de lui, c'est très sec, très découpé, mais pas du tout. Moi, j'ai entendu un monsieur qui a fait un concerto de Dvorak, mais d'une traite, quoi. Enfin, c'était exceptionnel, exceptionnel. Et il a fait ça pied levé, parce que Boris Pakhamenchikov n'était pas venu 3 à 4 jours avant. Donc c'était vraiment, oui, je crois il avait pas encore 80 ans, mais il en avait entre 75 et 80, oui. Donc c'est assez exceptionnel. Oui. Et bref, ça c'était pour la petite histoire. Donc Bird Greenhouse fait en sorte que je rencontre Boris Pakhamenchikov. Je vais à Kronberg pour une compétition. C'était la première de compétition Casals qu'organisait Kronberg. Il y avait au jury Boris Pakhamenchikov, Louis Claret, et, et voilà, je boucle, je boucle. Et donc, Van Greenhouse, voilà, voulait que je le rencontre. Boris Pakhamenchikov m'a entendu.
Et Louis Claret, voilà, après le premier tour, avait demandé à Boris Paramèchikov s'il pensait que il me prendrait dans sa classe. Je dis, ce serait intéressant. Je me souviens, c'était un monsieur très particulier, lui, Paramèchikov, pas du tout comme les autres professeurs. Louis Claret, il est très sympathique, il a un côté voilà très 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 chaleureux. Et Greenhouse aussi, c'était quand même un vieux monsieur, donc c'était un peu comme mon grand-père quelque part, voilà, un grand-père musical, mais Laurence Lesser, un peu moins âgé, mais quand même, voilà, c'était quand même des personnalités très très chaleureuses, très accueillantes. Et Boris Pakhmetchikov était extrêmement timide, tout dans le contrôle. Et je me souviens, après le premier tour, bon, ça avait bien marché, j'avais bien travaillé, les gens étaient contents parce que personne ne me connaissait, j'étais arrivé. Vraiment, j'étais arrivé comme un ovni, là. Les gens venaient, c'était les grandes classes d'Europe qui jouaient là. Moi, j'étais arrivé des États-Unis, bon. Et à la pause, j'étais en train de boire un truc et je vois un monsieur qui vient me voir et qui me dit, c'était très bien. J'ai beaucoup, avec une petite voix comme ça, j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez fait. Merci. Et je vois tout le monde qui s'arrête de parler autour de moi. Je me dis, mais c'est qui ce monsieur? Et c'était mon côté très, très planant. C'est pas avec qui je parle. Et on me dit, mais c'est Boris Paremetikov, le professeur. D'accord? Et donc c'était marrant, c'était ma première rencontre. Et donc il m'a pris dans sa classe, il a voulu me voir après. Je suis allé jouer pour lui 2 fois à Berlin, parce qu'il tenait beaucoup à prendre des élèves avec qui il pouvait interagir en fait. Il avait très peu d'élèves, comme je disais tout à l'heure, il en avait 5 dans sa classe, et il voulait à chaque fois que l'élève non seulement puisse réagir, mais en plus qu'il puisse se comprendre, qu'il puisse aider l'élève, qu'il puisse se faire évoluer. Donc s'il voyait au bout de 2, 3 cours que l'élève n'évoluait pas ou que ce qu'il disait ne fonctionnait pas en fait, parce que des fois ça ne fonctionne pas parce que l'élève est pas bon, mais juste parce que voilà on se comprend pas. Euh, ben, il ne prenait pas l'élève. Donc je suis allé 2, 3 fois à Berlin, le jouer pour lui, et on s'est bien entendu. Il était très gentil, il était juste très timide, mais après voilà, c'était quelqu'un de très, très chaleureux aussi, et extrêmement gentil. Et voilà, donc je suis rentré dans sa classe en septembre, donc j'ai fini à Boston et je suis rentré directement à Berlin. Comme ça, toujours très naïvement, j'ai suivi les professeurs, j'ai suivi ce qu'on m'a conseillé, sans me poser trop de questions en fait. J'ai eu beaucoup de chance pour ça. Voilà. Mhm. Depuis Luce Clarette à mes 13 ans, j'ai vraiment un parcours qui s'est bien enchaîné, sans me poser de questions, sans chercher vraiment. Et voilà, ça s'est passé très simplement et très bien, parce que j'étais très content dans tous les cas. Mhm. Et donc, à l'issue de ce parcours qui se termine à Berlin pour tes études, qu'est-ce qui se passe? Je rentre dans un orchestre à Berlin, au Concerthaus de Berlin. Bah, direct. Directement, oui. En fait, ben pareil, c'est un peu le coup du hasard. En fait, à cette compétition. Rentrer dans un orchestre par hasard. Non, en fait, non, mais Tu passé par là. c'est un peu ça. C'était pas loin, en fait. Non, je l'ai préparé, mais en fait, à la compétition de Casals, que j'ai fait 3 ans auparavant, il y avait un violoncelliste finlandais qui était là, Taneli Turunen, qui était déjà dans l'orchestre du Concerthaus, qui était rentré 2 ans avant, je crois, qui était à Berlin, que je connaissais un peu et qui était très sympathique. Il m'avait vu dans la rue, et on s'est reconnus. Il était voilà très gentil et il m'a dit ah mais il y a une place, tu devrais venir, c'est un orchestre super, il y a beaucoup de jeunes qui vont venir, tout ça. Donc moi, j'ai dit bah pourquoi pas. Et donc j'ai travaillé pour rentrer dans l'orchestre et je suis rentré. Excellent. Oui, je suis rentré à 23 ans dans cet orchestre, voilà, en tant que ils appelaient ça Vorspieler, c'est troisième soliste. Et donc, du coup, tu avais déjà eu beaucoup d'expérience d'orchestre ou c'est quelque chose qui était nouveau pour toi? Non, enfin, j'ai pas eu d'expérience professionnelle, on va dire. J'avais fait des orchestres de conservatoire. Oui. Toujours aimé ça. Surtout, j'ai eu beaucoup de chance à Toulouse. Le conservatoire de Toulouse, on faisait beaucoup de projets différents. Donc, j'étais parti même à Boston en ayant fait beaucoup de choses. Même si c'était un relativement petit conservatoire par rapport à Boston. À l'époque, il y avait Marcouleuse, donc on faisait de la musique de chambre à fond. En plus, il y avait un groupe qui était assez étonnant. J'avais comme camarade Thomas Durand, Pierre Bleuze, Bertrand Chamaillou, des gens comme ça avec qui on pouvait lire de la musique non-stop, non-stop. Damien Léman,
Euh, donc c'était vraiment des gens qui jouaient très bien, qui lisaient beaucoup et qui avaient un appétit musical. Moi, j'étais peu jeune de ce petit groupe, mais voilà, je suivais, j'étais au taquet, on faisait des choses, on lisait du Schubert, du Brahms, des trucs trop difficiles pour nous, mais je suis parti à Boston en ayant lu plein de choses. Et à l'orchestre, avec Marc Bleuz, il nous avait fait faire du symphonique, de l'orchestre de chambre, on avait fait des opérettes, des opéras, j'avais fait du Grétry, des accompagnements de chanteurs, de machin. Donc, j'étais parti avec un bagage quand même, voilà, j'avais l'habitude d'accompagner, de faire de la basse continue, bon, voilà, à mon niveau, j'avais entre 15 et 18 ans, donc Hmm. c'était le niveau qu'il y avait entre 15 et 18 ans qu'on a, mais j'avais touché un peu à tout ça. Donc c'est vrai que j'avais un bagage, on va dire, d'orchestre qui était assez euh, rempli, on va dire. Voilà, j'avais déjà goûté à tout ça, quoi. Plus les études à Boston, il y avait de l'orchestre qui était très bon, qui était déjà à l'époque très bon. Luc Larrette l'a dit, mais c'est vrai, il était déjà à l'époque très bon. C'est des orchestres qui jouent très juste à l'américaine, quoi. C'est pile en passe, très juste. Ils sont vraiment, même dans les écoles, on voit que voilà, on apprend aux élèves à jouer, que la mécanique fonctionne bien, quoi. Et puis après, à Berlin, j'en ai fait moins à Berlin. J'en ai même pas fait du tout, parce que j'étais dans j'en ai pas fait à Berlin, en fait, dans mes études, parce que j'étais dans un diplôme, c'était concert exam, je sais pas comment, troisième cycle, Ah quoi. oui, Et donc d'accord. là, je faisais rien, en fait. Je faisais rien du tout. J'avais que les cours de violoncelle. Par contre, je passais ma vie à la Philharmonie. Quand je dis ma vie, c'est ma vie, hein. C'est-à-dire que toutes les journées, j'étais à la Philharmonie de Berlin. C'était extraordinaire. Le matin, comme j'avais que des cours de violoncelle, j'habitais à côté de la Philharmonie de Berlin, truc d'étudiant, studio d'étudiant, et on pouvait travailler en tant qu'étudiant de la Hans Eisler, on pouvait travailler à la Philharmonie de Berlin. Ils ont des studios en sous-sol, ils ont une dizaine de studios où les élèves pouvaient travailler. Donc, il y avait Amit Bellet, toujours, on s'est suivi à Berlin. Euh, et on y allait là-bas à 7h, 7h30 le matin. On travaillait toute la journée jusqu'au soir et on allait au concert. Donc, on passait nos journées, on allait manger et après on revenait travailler. Et le soir, on se faufilait pour aller au concert. C'était permis à l'époque. Il y avait Claudio Abbado, qui était chef d'orchestre du Berlin Philharmonique, qui savait très bien, qui laissait faire en fait, qui avait dit au personnel, les ouvreurs et les ouvreuses, il avait dit de laisser les étudiants monter, aller au fond de la salle. Il savait que ça se passait, Mm. que les étudiants, même ceux qui ne voulaient pas travailler, on arrivait à se faufiler, on passait par derrière. C'est quoi, c'est toujours entre 10 et 20, quoi, hein, pas plus, hein, c'est pas non plus 50, mais bon, mais on va dire une dizaine d'élèves. Mais voilà, on arrivait à se faufiler, les gens nous laissaient faire. Ils disaient, oui, oui, bon, allez-y. Et puis, voilà. Nous, on avait le droit, en fait, c'était pas officiel, mais voilà, apparemment, ça venait du chef d'orchestre qui avait dit, laissez les étudiants, s'ils veulent venir, laissez-les se faufiler. C'est génial. Et donc, moi, j'ai passé mes journées. Donc, entre la grande salle et la petite salle, voilà, je travaillais la journée et le soir, j'allais écouter les concerts de musique de chambre, d'orchestre. C'était du pain béni. J'allais absolument tous les jours au concert, quoi. Donc, c'était génial. Donc, voilà, c'était mon expérience d'orchestre. Puis après, je suis allé au Concerthouse. Voilà. J'ai travaillé là-bas pendant 2 ans. Et t'es parti après? Je suis parti. Oui, parce que je me trouvais très jeune en fait, et je sais pas, je me suis dit, mais qu'est-ce que je vais faire maintenant? Enfin, je suis bien, hein, c'est un super orchestre, les collègues sont super. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais acheter une maison, prendre un chien. Qu'est-ce que je vais faire? Enfin, il y a plus de, je voyais pas la recherche en fait, tout ce que je faisais, euh, la recherche musicale, c'était un peu arrêté quoi en fait. D'accord. J'étais bien, j'étais installé, je gagnais ma vie, c'était super. Mais je sais pas, c'était un peu arrêté. J'étais pas dans une position où je pouvais vraiment être acteur quelque part, parce que j'étais dans le rang. Euh, donc je n'avais pas cette fonction d'être acteur quelque part. Et donc étant très jeune, j'avais des ambitions musicales dans le sens de voilà de faire la musique de chambre, de faire et voilà, ça me laissait pas vraiment le temps, donc je me suis dit, bon, je suis très jeune, je vais partir. Et je suis parti. Et j'ai arrêté et j'ai commencé à faire un peu de trio. Après, j'ai fait du quatuor pendant 7 ans.
de Quatuor qui était basé à Leipzig. Donc je faisais des allers-retours avant de venir à Paris. Où là, pareil, je suis parti sur un coup de tête. J'en ai un peu marre de Berlin et je suis parti à Paris. Et ça s'est passé très... Beaucoup de chance aussi. Ah oui, Bah oui, parce qu'en fait, je suis parti, je me rendais pas compte, j'avais jamais vécu à Paris. À Berlin, t'es c'est... enfin arrivé à Paris. Et je suis enfin arrivé à Paris. Mais vraiment, je suis parti en me disant, je vais trouver un logement et tout ça. Mais je n'avais aucune conscience de la galère que c'est pour trouver un logement, pour trouver du travail, tout ça. Et je me suis dit, je vais partir. Tout le monde m'a dit, c'est quand même compliqué. Non, non, mais ça va aller. Et puis, bon, il s'est trouvé qu'Ophélie Gaillard partait à Genève pour son poste qu'elle venait d'avoir. Et ils avaient besoin d'un remplaçant à Versailles. Et donc, j'ai postulé. Et ça s'est bien enchaîné. Ophélie Gaillard m'avait rencontré déjà quelques années auparavant. Et bon, je pense qu'elle a un peu appuyé mon dossier en disant, bon, il est sympa. Et puis, bon, et voilà, il pourra faire mon remplacement sympathiquement. Et puis, voilà, donc je me suis retrouvé là. Et puis, elle n'est jamais revenue. Donc, je suis resté. Et donc, ça fait quand même 10 ans que tu enseignes à Versailles maintenant? Ça fait 10 ans. Donc, tu as vraiment eu le temps de construire une classe où maintenant t'as des élèves qui ont fait tout le cursus. Exactement, l'année prochaine, je vais avoir des élèves qui vont partir, qui ont eu 10 ans, 11 ans de violoncelle avec moi. Oui. Voilà. Certains, d'ailleurs, certains, je leur dis, mais tu peux aller voir ton professeur peut-être. Ça fait quand même 7 8 ans maintenant, c'est bien, 8 ans. Non, non, on veut rester, on veut finir. De toute façon, on fera pas. Enfin, c'est pas des élèves, en l'occurrence, c'est pas des élèves qui voulaient en faire leur métier et tout ça, donc ils voulaient absolument terminer avec le même professeur. Si tu veux, moi ça me dérange pas. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, euh, ça va très vite, mais bon, au bout de 7 8 ans, quand même, on commence à avoir l'habitude des élèves, les élèves ont l'habitude de nous. Bon, ils savent un peu comment ça se passe, ce que je vais dire, tout ça. Bon, mais maintenant que ça dérange pas, Et c'est important après que les élèves se retrouvent confrontés à vraiment autre chose pour grandir en fait. voilà. De toute façon, ce sont des élèves qui vont quitter le conservatoire, qui sont en fin de cursus, donc ils vont de toute façon après partir à l'université, faire leur chemin, donc ils vont être confrontés de toute façon à autre chose. Je suis pas très inquiet, mais après, j'ai eu d'autres élèves qui sont passés, voilà, des grands et des moyens grands qui sont passés 3 4 ans ici et qui sont partis. Ça, je trouve ça très bien. Voilà, c'est des élèves qui n'avaient pas vocation à rester, que je ne voulais pas garder, pas parce qu'ils n'étaient pas bons, mais que je trouvais ça bien que ce soit un passage. Et je trouve ça important de toujours emmener un élève d'un point A à un point B, quoi, ou d'un point B à un point C. Voilà, ça, c'est vraiment, je trouve, c'est mon devoir en tant que professeur de les amener à un autre point, quoi. De pas les arrêter à ce point-là. Sinon, c'est pas une fin c'est pas une fin en soi, quoi. Je ne suis pas une fin en soi. C'est ça Mhm. que je veux dire. Voilà, mon enseignement n'est pas une fin en soi, mais plutôt, voilà, un relais avec autre chose. Si c'est des grands, ben, ils vont voir autre chose. Si c'est des moyens grands, ben, peut-être qu'ils vont aller dans d'autres conservatoires, voir d'autres professeurs. Et puis, ceux qui finissent, ben, voilà, je leur dis, ben, peut-être, vous savez, à l'université, vous aurez peut-être de l'orchestre, vous aurez d'autres choses, voilà. N'hésitez pas à faire ça. Il y a des écoles de musique, il y a des fois des conservatoires. Il y a des étudiants dans des villes, il y a des villes qui proposent, quand ils rentrent à l'université, ils ont automatiquement une place dans un conservatoire. S'ils ont déjà eu un bagage dans un conservatoire, c'est génial. Les élèves qui sont, entre guillemets, amateurs, parce qu'ils sont dans des études de biologie ou je ne sais quoi, mais voilà, on leur dit, mais vous avez un bagage musical, mais nous, on vous offre la place. Vous avez automatiquement une place dans le CR. Donc, ils sont ravis. Ils ont continué à faire du violoncelle avec un autre professeur, à faire de l'orchestre. Donc, c'est super. Donc, ça, je trouve ça bien de leur dire tout ça. Donc, même dans ce cas-là, j'essaie de les amener vers un nouveau point, quoi. Un nouveau point de départ. Et ta carrière à côté de musicien, tu continues, tu as enregistré un CD il n'y a pas longtemps? Et j'ai enregistré un CD exactement j'étais dans une phase boyau, parce qu'en fait, je suis rentré violoncelle solo dans l'Insula Orchestra, dirigé par Laurence Equilbé. Là aussi, tout à fait par hasard. C'est c'est mon épouse qui m'a dit, il y a une annonce pour, euh, pour une place. En fait, c'était pour remplacement, et puis chercher en même temps, voilà, parce qu'il y a un violoncelle solo qui pouvait pas tout faire, donc il cherchait en même temps quelqu'un. Ça, je ne le savais pas, mais donc je connaissais la violon solo qui était ici professeur, qui était passé en remplacement pendant 1 an ou 2 ans ici.
Stéphanie Paulet, qui était une musicienne incroyable. J'étais allé faire, j'avais amené des élèves et j'avais fait son cours de basse continue. Elle avait fait un cours de basse continue, comme ça, ouverte. J'ai dit, ah, venez. Et puis moi, j'avais fait aussi, c'est sympa. J'avais pas eu ce bagage, forcément, avec des professeurs qui sont pas historiques, on va dire, voilà. J'étais allé voir Abner Bilsma à un moment donné, à Berlin. Quand je vivais à Berlin, j'étais allé le voir deux, trois fois, mais j'avais pas eu de professeur, voilà, euh, qui avait ce bagage, ce point de vue, on va dire. Donc j'avais trouvé ça super intéressant qu'elle soit là, elle était très ouverte. Et donc quand j'ai vu que Ensemble Orchestra, c'était elle, la violoncelle, je me suis dit, ah, bah, c'est une super musicienne, je vais le faire. Bon, je vais le tenter. Et puis le programme était bien, c'était une sonate de Beethoven, et puis un trait d'orchestre qui était intéressant. C'était une symphonie de je sais plus qui, de Beethoven, je sais pas quoi. Enfin bon, ça m'allait très bien. Donc j'ai mis du boyau et j'ai travaillé pendant 2, 3 semaines. Et je suis Incroyable. rentré, ouais, c'était bien. Et puis, bon, voilà. Puis après, je me suis dit, ah, mais c'est super intéressant. Le boyau, c'est bien, ça va me faire travailler. J'avais déjà mis quelques années auparavant, mais pas du boyau pur, du boyau filet, en fait. Pareil, parce qu'à Berlin, j'avais plus de professeur, et j'étais quand même jeune, je travaillais tout seul. Et bon, à un moment donné, bon, on fait un peu le tour. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, le boyau filet pour essayer de. Déjà, j'avais remarqué que ça m'avait fait progresser la main droite, quoi. Les attaques, j'avais beaucoup plus d'attention, ça m'a affiné mon approche euh, de la corde, quoi, sur la corde. Et, et donc là, bon, puis j'avais arrêté parce que j'avais des concerts où je faisais la musique contemporaine, tout ça. Bon, ça marchait pas forcément tout le temps. Donc bon, j'avais arrêté, j'avais remis du métal, mais bon, j'avais quand même un bon souvenir de cette approche. Et puis là, j'ai mis du boyau nu, et je trouvais ça vraiment super parce que j'avais jamais mis ça. Et c'est vrai que c'est un son très particulier. Au début, ben, j'ai tâtonné parce que le calibrage, enfin tout ce qu'il y a les boyaux, il y a plusieurs grosseurs, tout ça. Avec qu'est-ce qu'il faut mettre pour ce qu'on fait, selon le tempérament, tout ça. Donc c'était quand même un monde que je connaissais pas du tout. Et donc j'ai un peu tâtonné. Puis voilà, c'était assez marrant. Je me suis bien amusé. Et j'ai travaillé ça avec mon violoncelle et donc, et là aussi, ça m'a fait faire beaucoup de progrès de main droite, forcément. Et puis, je me suis aperçu que finalement, ce son-là, euh, quand on, c'est très riche, en fait. Le métal est des gros avantages, c'est-à-dire qu'il peut vraiment, c'est assez égal, quoi. Ça marche, voilà, même si on n'est pas très enfant, on va dire, ça peut rattraper certaines choses. Et on peut faire, selon certaines cordes, on peut faire quand même de belles couleurs, mais il y a une satisfaction du boyau qui est quand même assez extraordinaire. C'est-à-dire que si on arrive à bien prendre la corde, et si tout était bien, l'archet est bien placé, au bel endroit, tout ça, il y a quand même un plaisir de sonorité qui est assez extrême, quoi. Mhm. Et, et puis surtout, on s'aperçoit que c'est nous qui le faisons. C'est pas la corde, en fait. Alors, bien sûr, il y a des cordes plus ou moins bonnes dans le boyau. Mais quand même, nous, c'est un travail, on se dit, ah ben, c'est moi qui le fais là, c'est parce que je fais ça que ça. Donc il y a un côté un peu de fabrication, quoi. Et donc ça donne un certain plaisir parce qu'on façonne un peu le son. On a vraiment l'impression de façonner le son qu'on n'a pas forcément quand on fait avec du métal, en fait, quand on joue avec du métal. On n'a pas cette sensation de vraiment façonner le son qu'on a avec du boyau, je trouve. Le boyau, on a vraiment la sensation de façonner. Si on a envie de faire des attaques dures, des attaques un peu crunchy ou qui ont un peu de bruit, hein, on peut, mais c'est nous qui le faisons. C'est un choix, en fait. Ça devient vraiment un choix parce que si on fait rien, ça sonne pas du tout. Il Ouais. n'y a rien qui se passe, quoi. Mhm. Mhm. Et donc je trouve ça intéressant de faire cette recherche. Alors maintenant, je fais plus sur le même violoncelle. J'ai un autre violoncelle. J'ai une Oui, épouse. c'est ce que j'allais te demander. Oui, alors j'ai une épouse qui a plusieurs violoncelles. Ça, c'est bien. Du coup, je me sers de ses violoncelles à elle. Donc, j'ai mon violoncelle C'est que je vais pratique. garder. C'est pratique, j'aime beaucoup. Et donc, j'ai mon violoncelle qui est en moi, on va dire, euh, qui est en métal, que j'ai remis en métal parce que c'est vrai que je suis aussi violoncelle solo du Paris Mozart Orchestra, dirigé par Claire Gibault. Alors, c'est drôle parce que je travaille avec ces deux orchestres qui font un travail assez exceptionnel euh, sur des projets innovants, sur des projets, sur des compositrices, voilà,
des projets équitables. Tout ça, elles sont toutes les deux très, très à la pointe de tout ça, en fait, des personnalités très différentes, mais elles sont toutes les deux, voilà, très, voilà, elles veulent faire des choses, défendre des musiciennes, défendre des compositrices qu'on n'entend pas, et voilà, donc elles font toutes les deux un travail assez exceptionnel. Donc moi, je trouve ça super de travailler dans ces deux orchestres en fait à Paris. J'ai beaucoup de chance de faire ça, de participer à cet environnement en fait de création ou de recréation. Donc bon, avec le Paris Mozart Orchestra, c'est quand même mieux de jouer avec du métal parce que tout le monde joue en métal, donc c'est vrai que c'est quand même. À un moment donné, je faisais tout en boyau, mais bon, voilà, il y a une limite à tout aussi quand tout le monde est en métal. Bon, Oui. c'est quand même pas mal. Ça marchait jusqu'à un certain point, mais bon, voilà, c'est quand même mieux. Donc, voilà, quand je suis avec Insula Orchestra, j'ai l'autre violoncelle que j'utilise, qui est lui monté tout le temps en boyau, qui est une très belle base de fin 17e, et bon, je suis très content, quoi. Excellent. Ouais, ouais. Donc voilà, j'échange comme ça de l'un à l'autre, c'est bien. Tu changes d'archet aussi. Je change d'archer. Oui, oui, j'ai un archer. J'ai pas d'archer d'époque. Enfin, si, j'ai un archer d'époque du début du 19e, mais qui est moderne, en fait, qui est monté moderne. D'accord. Mais j'ai un archer plus ancien qui a été fait par Christian Barth, D'accord. qui pourrait être de 1800, quoi. Qui est un archer un peu mixte, qui est D'accord. un peu, voilà, qui est un peu mixte, qui est pas vraiment, qui est pas baroque, mais qui est un classique, on va dire, avec une hausse qui est pas fermée. D'accord. Donc, bon, c'est un archer un peu polyvalent, Ok. on va dire. Mm. Où je peux faire du bac et je peux aller jusqu'à Beethoven, on va dire. Voilà. D'accord. C'est un archer un peu. Mais c'est pas un archer baroque non plus. C'est vraiment un archer assez polyvalent. Mm. Comme on peut retrouver à l'époque où il faisait des expérimentations, où l'archer a eu une évolution quand même assez, assez importante pendant 100 ans, quoi. Oui. Même 80 ans, quoi. Mm. Je dirais 1750 à 1830, c'est une évolution spectaculaire, quoi. C'est vrai. On a tout essayé, quoi. Mm. Entre les hausses et les pointes, enfin, Courbure, ouais. les courbures, enfin, ça va dans tous les sens, quoi. Mm. Et là, pareil, voilà, ça va dans tous les sens, mais c'est toujours, même là, c'est toujours une recherche musicale. On en revient à ce qu'on disait au début. C'est pas pour faire c'est pas pour faire de la technique, c'est toujours dans un souci musical. Parce que les archetiers, les luthiers travaillaient avec les musiciens. Les musiciens, ils avaient besoin de faire des choses, ils voulaient faire des choses, ça marchait pas. Donc Tartini et tout ça, ils n'avaient pas gagné. Ton truc il saute pas, fais-moi le sauter quoi. T'es gentil mais ça marche pas. Bah, ton bois machin, ça saute pas. Donc vas-y quoi. Là ça tient pas, je peux pas faire ci, je peux pas m'amuser à tenir. Ah, bah non, donc débrouille-toi pour que ça marche. Donc du coup non mais c'est ça en fait. J'imagine la scène. Bah oui, c'est toujours ça. Oui. Puis ça coûtait rien à l'époque. Ça coûtait vraiment pas grand-chose. Donc et puis aussi, on parle de grands solistes, donc ça coûtait beaucoup moins. Ça coûtait, c'était pas pour le commun des mortels, on va dire. Mais voilà, il y avait quand même cette interaction parce que ça coûtait quand même beaucoup moins. Donc les gens faisaient, je vais essayer ça, ça marche pas, on verra bien. C'est comme les instruments avant, c'est pareil, ça évolue dans le même sens. Sinon, on peut pas. Donc c'est la même chose, comme pour nos doigtés, comme pour nos glissades, comme pour nos coups d'archet, comme pour nos prises de son. Il faut toujours qu'il y ait une recherche musicale de ce qu'on veut faire, de savoir. Et de savoir, on peut pas vraiment savoir, il faut essayer, tenter, aller jusqu'au bout de l'idée. Et puis, bon, ben, si c'est pas bien, enfin, si c'est moche ou si on n'aime pas, bon, on n'aime pas, on en fait, c'est pas grave, hein. Je dis toujours à mes élèves, vous avez tué personne, hein. C'est l'avantage dans nos métiers, quoi. Un médecin, il coupe à côté, c'est grave. Nous, on joue à côté, bon, ben, c'est pas grave. Au pire, dans le pire des cas, c'est moche, mais c'est tout, quoi. On s'en remet vite, hein. Voilà, c'est toujours important de relativiser, quoi. Il faut pas non plus se prendre trop au sérieux, quoi. Voilà. C'est un peu, voilà, c'est important, je pense, d'être très sérieux, mais de ne pas se prendre au sérieux. Je pense que ça te définit parfaitement. Voilà, c'est ça. Les gens ont un peu de mal avec ça. Voilà, j'ai eu une collègue qui est venue gentiment, elle est venue m'écouter à un récital que j'ai fait il y a un mois, là, à peu près, à Paris. Et elle est venue m'écouter, elle m'a dit, ah, c'est super quand tu joues, quand tu parles un peu moins, mais Mais elle a raison, parce que c'est vrai que j'ai vu l'enregistrement et c'est vrai qu'il y a un décalage assez énorme entre ce que je dis et ce que je peux faire. C'est-à-dire quand je joue, on peut voir, pas un sérieux, mais voilà, tout ce que je peux mettre dans la musique, tout ce travail que je fais
Et quand on parle, on se dit, mais c'est un guignol, ce type, de quoi il parle? Ça part dans tous les sens, il se trompe, il sait plus les noms. Enfin bon, il y a un moment donné, voilà, il y a un décalage énorme en fait. Et voilà, donc c'est vrai que des fois, ça peut être assez perturbant pour les gens qui se disent, mais c'est qui ce type, quoi? Et en même temps, bon voilà, les gens, après, des fois, quand ils me voient jouer, ils se disent, bon, ben quand même, ça paraît bon, il joue quand même. Il est un peu barjot, mais voilà, ça va quand même. Non, mais t'es bien resté cadré, t'as pas oublié de nom. Non, pour l'instant, ça va. C'est très bien, bon. Je me suis appliqué, On va s'arrêter avant que ça dérape, alors. c'est ça. Oui, tu parles pas dans tous les sens, mais du coup, je t'ai posé une question tout à l'heure, t'as pas répondu. J'ai pas vraiment répondu, non. T'as enregistré en CD il y a pas longtemps. J'ai pas, voilà, je suis parti dans l'autre sens pour expliquer la démarche du CD en fait. Donc j'étais dans cette période où je jouais tout avec boyau nu et boyau filet. Et j'avais cette idée j'étais génération Spedidam 2020 à 2023. Et donc j'avais ce projet de faire une création d'un compositeur que je connais. J'ai déjà fait plusieurs œuvres, plusieurs créations de lui, Thierry Villet. Et de jouer, donc comme je jouais en boyau nu et boyau filet, enfin boyau nu sur l'aéré et boyau filet sur le dos, je voulais jouer sur ça, voilà, je jouais sur ça avec un archi moderne, mais je jouais comme ça. Donc il n'y avait pas de raison que je change, donc j'avais cette création, on a fait cette création avec un partenariat avec le PESMD de Bordeaux. L'idée c'était de diriger cet orchestre de chambre, ce petit orchestre de chambre, cette formation de chambre de cordes, de jouer ce concerto sans chef. J'avais mis dans le programme aussi le double concerto de Vivaldi, parce que je voulais faire jouer un élève ou une élève, là ça a été une élève du conservatoire de PSMT de Bordeaux. On a fait le double concerto de Vivaldi et de faire Saint-Saëns. Il y avait un arrangement de Gilles Colliard du concerto de Saint-Saëns. Je venais de faire le concerto d'Haydn avec l'orchestre de chambre de Toulouse. Et donc il m'avait parlé, Gilles Colliard, de ses arrangements qu'il a fait du concerto de violoncelle pour orchestre de chambre, donc sans vent. Je me suis dit, ah, c'est super. Donc, j'ai essayé de faire ça. Donc, on a fait le concert et après, je me suis dit, bah, c'est trop bête. Faut l'enregistrer. C'était le confinement. Profitons-en. Donc, j'ai contacté l'orchestre de Toulouse et on était parti sur ça. Donc, d'enregistrer le concerto de Saint-Saëns et la création de Thierry Villet, le concerto qu'il m'a écrit, donc, pour l'occasion. Et donc, j'étais ravi. On a rajouté la romance de Camille Saint-Saëns et une pièce de Ravel, Habanera, qui a été arrangée. Au départ, je voulais l'arranger, puis je l'ai envoyé à un ami, Jean-Stéphane. Du coup, c'était très, très pédagogique parce qu'il m'a montré comment faire. Il a tout refait et ça sonnait très, très bien. Ça m'étonne pas. C'était très, très bien. Et ça sonnait très bien. Il avait respecté, entre guillemets, ce que je voulais faire. Il avait bien compris ce que je voulais faire, sauf il a bien fait parce que moi, j'avais jamais fait d'arrangement. Donc, il était lancé dans ça, vraiment les idées folles du confinement. Euh, et donc voilà, donc on a enregistré ça et j'étais très content parce que c'était du coup l'orchestre de chambre joue avec des métals, mais moi je jouais ce concerto, les deux concertos avec du boyau nu et boyau filet. Donc c'était vraiment, et puis je me sentais bien, c'était vraiment une bonne, enfin j'avais déjà, je m'étais pas mal amusé avec ça depuis 2 3 ans avec le boyau nu, donc c'était bien, je me sentais bien de jouer et c'est vrai que ça sonne pas mal quoi. Concerto de 500, avec, enfin, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est vraiment une satisfaction quand ça sonne bien, il y a des couleurs qu'on peut pas, voilà, qu'on arrive à obtenir, qu'on n'a peut-être pas forcément avec le métal, quoi. On Mhm. n'a pas, on n'a pas la même recherche, quoi, voilà. Mhm. Pas recherche de puissance, ça m'a jamais vraiment intéressé de toute façon la puissance. Voilà, même si j'ai pas un petit son, Bah oui, ça enfin, m'a, ça m'a pas. je veux dire, quand il joue, on n'entend plus rien. Donc, Enfin, j'ai fait pleurer une élève comme ça au Japon. ah bon? Oui, la pauvre. Je crois qu'elle a eu un choc. Ah oui, j'ai pas fait gaffe. Elle jouait, elle était jeune, elle jouait très très bien. Elle joue très bien d'ailleurs, elle joue toujours très bien. Ça me fait plaisir de la voir. Elle joue sur Facebook, je vois sur Instagram, tout ça. Elle joue très très bien. Violoncelliste, elle avait à l'époque 12 13 ans. Elle était venue, je faisais des masterclass là-bas, des musiques de chant et de violoncelle. Elle était venue jouer pour moi. Et elle jouait à Elgar, je me souviens, et on parlait du son, tout ça. Et à un moment donné, je joue une phrase, tout ça, mais pas fort pour jouer pas fort, mais je jouais juste plein, quoi.
je voulais pas l'écraser, mais c'est juste, je me suis mis à jouer une phrase pour lui montrer que c'était pas la peine de forcer en fait. Je voulais juste détendu tout ça. Et je crois elle a ressenti un espèce de truc, elle s'est mise à pleurer, je me souviens. Elle avait Waouh. ressenti en fait le son libre en fait. Ouais. Elle avait ce sentiment d'avoir du son très proche et très libre. Mm. Et donc je me souviens qu'elle avait eu un choc comme ça émotionnel. Elle était Waouh. touchante cette violoncelliste. Et d'ailleurs, ouais, elle est devenue une belle artiste. Non, mais c'est vrai que tu as un son. Enfin, il n'y a pas longtemps, quand on a joué en orchestre de violoncelle, tu es venu donner une masterclass dans mon stage. Tu étais au fond de l'orchestre. Il y avait 70 violoncellistes entre toi et moi. Et je t'entendais que toi. Ah bon? Pourtant, je pensais pas. Mais c'est vrai que souvent, ce que je dis souvent aussi aux élèves, c'est plus facile de jouer fort que de, parce que en fait, jouer fort, si on est, pour jouer fort, si on est détendu, si on prend bien la corde, on joue près du chevalet, on est détendu, bien sûr, il y a de la pression sur la main gauche, mais c'est juste ouvrir les vannes en fait, c'est juste être libéré, et tout est libéré, tout est détendu, et là, ça sort quoi, ça marche quoi. Si on force pas, ça, c'est tout de suite. Par contre, jouer piano, finalement, pour le corps, c'est là où il y a le plus de tension parce il y a beaucoup plus de contrôle finalement de petites, enfin, d'utilisation de muscles qui sont plus, de petites finesses, quoi, en fait, qu'on ne fait pas forcément quand on joue fort, quoi. Et ben, on dit souvent, quand on joue piano, il faut jouer à la main gauche fort, par exemple, des petites choses comme ça, parce que si tout est piano, il n'y a rien. Mm. Alors jouer fort, jouer piano près du chevalet, que ce soit timbré, que ça passe, que les gens soient là. Si on joue tout comme ça, ben en fait c'est pas piano, c'est rien quoi. Mm. Alors que fort, ben on y va, on pose l'archet, bon ça sonne quoi. Donc finalement jouer fort ou juste jouer libre, c'est pas très compliqué quand on est détendu, on va dire voilà. Et c'est vrai que là j'étais détendu, voilà, j'avais pas envie de jouer fort ou des choses comme ça, donc c'est vrai que ça sonne du coup peut-être. Et comment tu aides les élèves à trouver cette détente, mais du coup, bon, comme tu dis, pour jouer fort, qu'est-ce qu'il faut? Parce que souvent, on dit aux élèves le poids du bras, laisse le poids, n'appuie pas, mais c'est un peu abstrait quand on est tendu, en fait. Oui, c'est vrai. Alors pour la main gauche, je leur montre une chose que j'ai appris avec Uzi Wiesel, qui était, je sais pas si tu connais, c'était un grand violoncelliste israélien, grand pédagogue, qui est qui est parti en Australie à la fin de sa vie. Il est mort maintenant, parce que quand j'avais une vingtaine d'années, il en avait 80 passés, donc il est Oui. certainement mort là, oui. C'était un grand monsieur, il est grand pédagogue, il était un peu farfelu, mais bon, il avait quand même ses idées. Il jouait dans le Jérusalem Quartet, je crois. C'était le violoncelliste du Jérusalem Quartet, il me semble. Bref, donc le poids, en fait, de chercher le poids à la main gauche, moi j'utilise une technique que j'avais vue, il avait fait faire ça à un élève, de vraiment sentir quand on se repose, de poser le poids là au niveau de la quatrième position, au niveau du manche, et de vraiment aller jusqu'au doigt, en fait, de se sentir que finalement, voilà, c'est le doigt, il est reposé. En fait, on a la tension qu'il y a du doigt, la tension musculaire qu'il y a du doigt, en fait, c'est pas parce qu'on appuie, parce qu'on retient. On évite de faire ça. Ça, je l'avais appris avec Greenhouse déjà. Il disait quand on rate la corde, c'est bon signe en fait. Quand la corde, tu sais, quand on est là-haut et qu'on fait crac et que ça tombe à côté, c'est bon signe. Ça veut dire que la main est détendue. Il faut pas se tendre en fait. Il faut juste mieux se placer, peut-être parce qu'on n'était pas assez bien placé. Donc du coup, il faut voilà que le corps soit mieux placé par rapport à ça, mais il faut pas tendre la main pour bloquer, pour figer, parce qu'elle est tombée. Au contraire, c'est-à-dire que la main est détendue, donc c'est bien. C'est juste qu'on n'a pas bien placé notre corps. Mais la main, il faut qu'elle soit détendue. Mm. Donc ça, c'est vrai que ça aide. Puis pour la main droite, c'est vrai que souvent, ce qui est difficile, c'est de jouer fort avec. Il y a souvent des passages où il y a beaucoup de notes dans un seul archet. Et donc, moi, je l'applique pour moi aussi. C'est-à-dire que je détache. Je me suis rendu compte qu'en détachant, en enlevant cette barrière, en fait, cette contrainte, de se dire, bon, je vais détacher, je vais voir comment ça sonne, en détachant, pas trop, pas pour chaque note, mais détachant pour pas faire ce qu'il y a marqué, détache deux, trois fois, c'est une très longue phrase, et voir le son que ça doit produire, que ça doit faire, que je veux entendre en fait. Ok, et maintenant quand je suis détendu, que mon corps est détendu, là je vais rajouter un peu de notes. Et donc comme ça je vais approcher du but d'avoir
ces 10 notes, on va dire, dans le même archer, je vais commencer par 5, après je vais faire 7, je vais faire 9, et je vais arriver à 10, mais je serai arrivé en détente. Parce que voilà, à 5, je suis détendu. Ah, ben c'est ça que je vais avoir comme son, ce son détendu. Donc je vais essayer d'en mettre 7. Voilà. Ah, ben là, je suis détendu. Je ne mets pas 10 et je me force, parce que si je mets que 10 et je me force à essayer d'en mettre, rentrer les 10 dans le truc, mais le corps, et ça ne marche pas. Parce que je suis de plus en plus tendu, ça sonne de moins en moins bien, et je perds l'idéal que je veux, enfin, voilà, le son que je vais avoir, d'avoir les 10 qui sonnent bien, quoi. Puis comme ça aussi, ça permet aussi de se dire en concert, des fois, on est dans des salles où on a besoin de détacher. Tu as besoin de détacher, tu détaches. Voilà, de toute façon, qu'est-ce que ça peut faire? Ça n'a jamais représenté un coup d'archer. Ça représente une phrase musicale, c'est pas un coup d'archer. Pourtant, c'est que ça ne s'entend pas quand tu détaches, c'est tout. Voilà, c'est tout. Schubert, trois plombs, quoi. Le truc, c'est ça. C'est pas possible, quoi. Donc c'est vraiment. Après, il y a des compositeurs, surtout quand on est dans le moderne, où ils veulent des coups d'archer. C'est là que le travail est intéressant avec le compositeur contemporain. Et je trouve que, pardon, que que le travail avec le compositeur contemporain euh, nous met en relation aussi avec le compositeur qui est mort. Parce qu'on se dit, ah ben ce travail, il a été fait par le violoncelliste de l'époque. Euh, si Debussy, Mozart, Beethoven a mis un gros forté là, c'est peut-être parce que les gens jouaient trop piano à ce moment-là. Mais si nous on joue pareil, enfin, peut-être ça sonne pas, il faut adapter par rapport, si c'est pas souvent des fois il y a dans des œuvres de chambre, même d'orchestre, il y a des voix qui ne sont pas principales, qui sont marquées plus fort, il y a certaines choses, des accents qui sont marqués. Mais peut-être que le compositeur, quand il a entendu l'œuvre par l'interprète ou par les interprètes de l'époque, ça ne sonnait pas dans la salle, par l'orchestre ou par le... Donc il a fait en sorte que ça sonne parce qu'il voulait quand même l'entendre, donc il rajoute des choses. Mais voilà, c'est pour ça que c'est important de toujours le mettre en relation. Et quand on travaille avec un compositeur actuel, on se rend compte de ça, ou une compositrice, je parle toujours d'un compositeur, un ou une compositrice, euh, on se rend compte de ce travail. Parce qu'on a l'idée du compositeur, et après on a ce qu'on fait. Après le compositeur dit, ah non, mais c'est pas ce que je veux en fait. Donc il change, et puis après dans la salle, oh bon, on peut faire ça. Ah ben oui, c'est pas mal ça. Ah ben c'est une bonne idée, oui, c'est plutôt ce que je voulais faire, oui, t'as raison, oh, ben, on va faire ça. Voilà, donc tout ce travail se faisait à l'époque. J'étais pas moins, enfin, il faisait pareil à l'époque. Il faisait exactement la même chose. Donc c'est pour ça que c'est important je trouve, d'avoir cette relation avec les compositeurs d'aujourd'hui pour se rendre compte qu'à l'époque de Beethoven, à l'époque de Bach, et même avant, il y avait toujours cette relation avec le compositeur. Et que c'est pas quelque chose de figé, quoi. Et donc c'est à nous d'essayer de remonter tout ce processus, de se dire, ouais, la voix principale est là, il a mis forte là, mais bon, faut quand même, faut pas que ça devienne au-dessus, quoi. Peut-être qu'il l'a mis parce qu'on l'entendait pas, peut-être que l'alto ou l'instrument ou le violoncelle du violoncelliste ne sonnait pas, donc il l'a fait jouer plus parce que ça sonnait pas. Mais si moi j'ai une bombe qui sonne dès que je joue et que ça écrase tout, ben, c'est ridicule. Faut jouer moins parce que c'est pas ce qu'on veut entendre. Donc tout ça, c'est un travail qu'il faut faire en permanence, quoi. C'est un travail fascinant et il y a toutes ces couches. En fait, c'est ça qui est difficile pour les élèves, de comprendre qu'il y a toutes ces couches qui se superposent et c'est très complexe la musique. Parce qu'il y a tout ça qui se passe en même temps. Le fameux en même temps. On entend beaucoup parler en ce moment. Et donc c'est vrai que nous on joue avec ça tout le temps. Quand on est musicien, c'est permanent, c'est notre quotidien. De jouer avec ça, on voit il y a une information qui est écrite, il y a l'information qu'on a travaillée, c'est-à-dire qu'est-ce que veut le compositeur, on a fait ce travail, il y a l'information du résultat sonore, il y a l'information de la salle, il y a l'information de ce qu'on ressent du public, qui peut s'ennuyer, qui peut machin, voilà, sentir ça. Ça d'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai appris avec Greenhouse, de sentir le public, cette relation au public, de faire attention au public, de Ouais. créer ce lien, de se dire, là, il n'écoute pas en fait. Et ça m'a servi d'ailleurs pour une audition à, à Young String, comment ça s'appelle? Young String Seminar à New York, qui était dirigé par Jimmy Laredo. C'était un stage ça existe toujours, à New York.
pendant la période de Noël, il y a un orchestre qui se forme avec tous les jeunes d'orchestres différents, de conservatoires différents des États-Unis. Donc je fais cette audition, et à l'audition, il y a l'épouse de Laurence Lesser, enfin la première épouse qui est morte, qui était violoniste, qui était la violoniste solo de l'orchestre de Seiji Ozawa, et Isidore Cohen, qui était donc, alors, il était ennemi juré avec en plus Baron Greenhouse, il pouvait plus se parler, je crois, depuis le trio, il ne se parlait plus du tout, hein. Bon, ça partait mal, mais bon, je me suis dit, il fait l'audition, je joue devant Jacques, et il n'arrêtait pas de faire du bruit. Mais il faisait un bruit insupportable. Il touchait ses feuilles, il parlait, machin. Et la réaction, je voyais qu'il faisait du bruit. Il faisait exprès, en fait. Et je me suis dit, et je me suis souvenu de ce que me disait Greenhouse. Si tu sens que le public, il n'est pas attentif, ne joue pas plus fort. Joue moins fort. Joue moins. Parce que les gens vont tout d'un coup se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Et ils vont écouter. Et ça a marché. Donc au lieu de me dire, de m'énerver, de me dire, jouer plus fort, de montrer que je suis plus fort, alors qu'il y a 10 000 violoncellistes qui peuvent jouer aussi fort, voire plus fort que moi, et plus vite et mieux, et machin, il y a toujours, ce que j'ai toujours à tout le monde, il y a toujours qui joue plus vite, plus fort et plus rapide. C'est toujours, toujours, hein, plus juste, plus rapide et plus fort, hein. Ça existe toujours. Donc c'est pas la peine de faire une compétition sur ça. Donc, donc j'ai joué, ma foi, je sais plus quel c'était, et j'ai joué moi, et là il s'est arrêté. Et j'ai senti son attention. Et là, j'ai su que ça avait marché. Et j'ai été pris. Waouh! Et j'ai été pris parce que je pense que c'est pour ça. Parce qu'en fait, il testait. C'était tout à fait le genre. Il a testé, je joue de Dvorak, comme il avait dû entendre déjà une bonne cinquantaine de fois dans tous les conservatoires. Donc, un mec qui joue de Dvorak, bon, plutôt juste, voilà, au même tempo que tout le monde, machin. Bon, bah, qu'est-ce qu'il a à apprendre? Il touche ses feuilles, qu'est-ce que ça peut lui faire? Voilà. Puis là, il dit, mais il fait quelque chose, quoi. Ah, il se passe le truc. Ah, intéressant. Interesting, comme ils disent. Donc, voilà. Et donc, c'est vrai que ça, c'est un truc que j'ai vraiment appris avec Ballon Greenhouse. Cette relation au public. Et même maintenant, j'y fais attention. De sentir on le sent toujours au public, pas s'il s'ennuie, mais s'il n'est pas là, s'il n'est pas concentré, et c'est important de savoir ça. Parce que on est là pour donner quelque chose au public, on présente une œuvre au public. Si quand on joue, ben, les gens, ils sont pas là, pas qu'ils s'ennuient, mais on sent qu'ils sont pas attentifs, ben, ça veut dire qu'il faut faire autre chose. Il faut trouver quelque chose pour que ça les intéresse, pour que l'œuvre les intéresse. Sinon, ça n'a pas d'intérêt, quoi. Juste jouer comme c'est marqué, enfin, ça n'intéresse personne. Au bout d'un moment, encore une fois, il y en a plein qui jouent les mêmes œuvres, on joue tous à peu près au même tempo, tous à peu près, voilà. Il y a un moment donné, on est tous dans le même cadre, quoi. Donc c'est important d'essayer d'avoir cette relation, de ne pas l'oublier, quoi. Cette relation au public. Donc ça, c'est quelque chose une des choses que j'ai apprises avec Ballon Greenhouse, qui était importante. Que faire attention, parce qu'on arrête les autres, hein, je dis pas, mais voilà, ça c'est vraiment, il l'a mis en lumière, on va dire. Bah écoute, Damien, grand merci d'avoir partagé tout ça avec nous aujourd'hui. C'est super intéressant. Vraiment, merci. Bah, avec grand plaisir, merci pour tes questions et merci de m'avoir permis de contribuer à ta chaîne qui est vraiment formidable. Je suis ça depuis le début. C'est vrai que c'est drôle de voir l'évolution, ce que le confinement a pu apporter à chacun et chacune. C'est vrai. De vraiment ces idées. Ça a commencé par comment accorder son violoncelle, comment changer sa corde et tout ça. Et puis ces interviews qui sont formidables. Voilà. J'espère que je n'aurai pas répété ce que les gens ont déjà entendu sur des nombreuses et intéressantes interviews. Mais c'était un plaisir en tout cas Non, de faire cela avec toi. c'était super inspirant et très intéressant. Donc vraiment un grand merci. Et puis bah, bonne continuation à toi pour tes projets et toute ta carrière. Merci à toi aussi. Et bah, quant à vous, si vous avez des questions ou des commentaires, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à les laisser sous cette vidéo parce que Damien ou moi serons ravis de vous répondre. Absolument. À bientôt! À bientôt.